Salut tout le monde, c'est Gary Florimont. Bienvenue sur All About Sport. Bonjour Gary Florimont, content d'échanger avec toi et de se retrouver pour une nouvelle vidéo pour parler d'un métier. Toi, tu es basketteur professionnel, mais il y a plein de choses qui sont vachement intéressantes, notamment ta vision du basket, ta vision de l'aspect mental aussi lié au sport. Pour retracer rapidement ta carrière, donc tu as été 14 ans, ça fait 14 ans, 14 saisons que tu es basketteur professionnel, alternant entre la Pro A, la Pro B, tu as été même champion en 2009 avec Poitiers. D'abord, comment vas-tu? Comment tu as vécu le confinement? Et aussi, qu'en est-il de ton actualité basket? Est-ce que tu as pu reprendre, etc. Tout d'abord, bonjour, merci pour ton invitation. Tu as bien fait le petit récap sur ma carrière. Le confinement, quoi dire, un peu comme tout le monde, hein, compliqué. Je pense que pour tout le monde, déjà psychologiquement, d'être loin de ses habitudes de travail, de la vie de groupe, de la vie d'entreprise pour certains. Et, euh, et ça a été assez compliqué pour moi en tant que sportif parce que j'avais la chance au Paris Basket, club où j'ai évolué la saison dernière, d'être bien encadré en termes de préparation physique. Donc on avait des programmes assez individualisés, mais c'est vrai que ça ne reflète pas vraiment la réalité d'un entraînement d'un basketteur de haut niveau. Donc ça a été compliqué. Il y a eu plusieurs phases. Il y a une première phase où on pensait qu'on allait reprendre la saison, donc très motivé, et surtout à Paris où on avait l'occasion d'accrocher les playoffs et d'aller chercher quelque chose en playoffs, je pense. Et ensuite, il y a eu la phase où on s'est dit la saison était terminée. Et là, c'était assez compliqué de se tenir motivé, s'entraîner sans avoir vraiment de vision sur le long terme. Surtout que moi, j'étais en fin de contrat. Moi, je suis un sportif, je suis un compétiteur, parce qu'un compétiteur, donc j'ai besoin quand même d'avoir un minimum de vision pour pouvoir me projeter, me préparer tant mentalement que psychologiquement, que physiquement, pardon. Donc c'était assez compliqué, mais bon. Après, c'est vrai qu'il y avait un élan de solidarité sur les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de choses qui ont été mises en place par les sportifs ou non sportifs. Donc ça permettait quand même d'entretenir une certaine sorte de vie, on va dire, euh, fictif en fait. Et pour retracer ta carrière, la première étape d'un sportif, je pense que c'est aussi la plus importante et intéressante, c'est l'avant-carrière. Est-ce que tu peux me parler rapidement de ton enfance, de ta relation avec le basket? Est-ce que tu as démarré tôt ou au contraire, est-ce que tu as fait d'autres sports avant? Moi, j'ai commencé tôt, oui et non. J'ai commencé à l'âge de 13 ans, 12-13 ans. Et j'étais asthmatique et un peu en surpoids. Donc, du coup, il fallait que je fasse un sport. Et puis, moi, dans ma famille, mes cousins et un de mes oncles, ils étaient à fond dans le basket. Donc, du coup, ça a été le basket, mais au début, je détestais ce sport. En fait, je détestais ce sport. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aimais pas le côté, j'allais jouer et tous les petits avaient euh, des trucs de Jordan, des chaussures de marque. En fait, je trouvais que c'était un sport qui était très basé sur le paraître, en fait. Du coup, j'étais un garçon qui était grand pour son âge. J'avais beaucoup de mal avec, avec ma personne, avec mon corps, avec ma taille. Donc, du coup, tout ce qui était dans le paraître, ça me gênait un petit peu. Mais puis, après, j'ai eu la chance d'intégrer le pôle espoir en Guadeloupe. Et j'ai été pris lors d'un tournoi Guy Margois qui regroupe la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. J'ai eu la chance d'être sélectionné avec la Martinique pour aller faire les phases finales en France, et en métropole plutôt. Et c'est là où j'ai été repéré par Cholet et qui s'est montré un peu plus convaincant que les autres. Et du coup, moi, je suis venu à Cholet parce qu'il y avait une culture aussi assez antillaise à Cholet avec Michael Gelabal, Jim Bilba et puis j'en passe qui était déjà passé par Cholet. Donc, du coup, ça a pu rassurer mes parents et moi-même. Donc, du coup, je me suis orienté vers Cholet. Tu dis que ça a pu rassurer tes parents et toi-même, parce qu'au départ, t'es de Guadeloupe, donc de Ouais, Saint-Claude. si j'ai ouais. bien- Pas à Saint-Claude, mais je suis d'une commune qui s'appelle Gourbert. Ok. Et au final, tu passes de cette commune à arriver en France. Comment tu as vécu la transition? Parce qu'en dehors d'être une transition où bah, il y a un sacrifice, tu quittes ta famille, etc., tu te retrouves aussi dans une autre culture, quasiment un nouveau pays, même si c'est pas le cas, mais je pense que tu as dû sentir une énorme différence culturelle. Comment tu as vécu cette période? Un choc, un choc, un choc, un choc parce que moi je viens d'une Gourbert. Déjà, c'est une petite commune en Guadeloupe, hein. Donc, c'est pas la grande. C'est pas, les gens connaissent souvent Pointe-à-Pitre ou Basse-Terre
Mais un choc parce que Cholet, c'est une ville de Pays de la Loire. Un choc culinaire, parce que quand on sort de chez sa mère, déjà en temps normal, et qu'on mange ne serait-ce qu'à la cantine de la même ville, du même pays, on trouve déjà que c'est compliqué. Alors que quand on sort de chez soi et qu'on vient dans un autre, c'est pas un autre pays, mais on n'a pas les mêmes normes gastronomiques. Ça a été un choc au début pour moi. Et puis le niveau d'entraînement et d'engagement. Je sortais d'un pôle espoir, certes, mais là, j'arrivais dans un des meilleurs centres de formation, si ce n'est le meilleur centre de formation à l'époque en France. Le niveau était super élevé, les exigences aussi, les joueurs étaient beaucoup plus étaient meilleurs. Donc, ça a fait beaucoup à assimiler d'un coup. Et puis, il y a beaucoup de codes culturels vestimentaires qui sont différents, qui changent. J'étais dans un collège où, parce que j'avais redoublé ma quatrième en Guadeloupe, je suis arrivé, j'étais en troisième et pas en seconde. Et j'étais le seul basketteur de Cholet Basket dans le collège, donc j'étais une attraction. Moi, j'avais jamais, enfin, je le vivais pas forcément. C'était assez bizarre quoi, de trouver d'être une attraction dans un collège alors que on sort d'un collège où on est quelqu'un de lambda, mais non, c'était été un choc. La première année a été compliquée, puis l'hiver, la découverte de l'hiver. L'hiver, moi, je n'avais pas l'hiver, j'arrive de la Guadeloupe, j'ai jamais, je peux compter sur une main le nombre de fois où je mettais un pull sur une année. Ah ouais. Donc là, on arrive en hiver et il fait froid, les premiers rhumes, loin de sa famille. À l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de FaceTime. Donc, il faut descendre, faut aller à la cabine téléphonique avec les unités qui défilent au fur et à mesure qu'on appelle. Non, ça a été un choc les premiers mois, la première année, mais ça a été très instructif. Ça m'a permis de forger un caractère. Et puis, centre de formation, ça fait partie de mes plus belles années de sportif. Et c'est à ce moment-là où tu dis que vraiment tu as envie de devenir professionnel ou comment tu vois la chose à ce moment-là? Non, pas du tout. Franchement, au début, le basket, quand Cholet ils viennent, moi, pour moi, c'est juste une opportunité de partir faire du basket en métropole. Mais moi, le basket, je connais Jim Bilba. À l'époque, je connais même pas encore Michael Gelaba, je sais même pas qui c'est. Je connais Jim Bilba, j'entends parler un peu des frères Pietrus, mais ça fait pas partie de mon monde, quoi. Je regarde pas le basket forcément à la télé. Je connais plus le basket NBA, parce que c'est plus proche de chez nous. Mais non, pas du tout. Je suis arrivé à Cholet, j'avais pas forcément d'ambition. Franchement, ça s'est vraiment construit au fil des années, où je voyais qu'il y avait une possibilité quand tu reçois ta première sélection en équipe de France junior, tu te dis, ah d'accord, ok, tu vas, bon, tu te rends compte que tu fais peut-être partie des meilleurs de ta génération, tu commences à te dire, ah, d'accord, les gens, ils en parlent, et c'est à ce moment que ça se construit, mais j'ai pas eu cet objectif comme peuvent l'avoir certains jeunes joueurs aujourd'hui qui, dès 15 ans, sont des prospects NBA ou sont des futurs potentiels. Non, pas du tout. Après, c'est vrai que c'est une époque où les réseaux sociaux n'existent pas, et tu n'as pas toute cette couverture médiatique que les jeunes peuvent avoir aujourd'hui. Ouais. Toi, en fait, quand je t'écoute parler, tu vois, j'ai l'impression que, parce qu'il y a souvent le profil de celui qui veut devenir basketteur très tôt, qui s'identifie à Jordan, etc. Et toi, j'ai l'impression que quand tu arrives en France, tu te dis, c'est une nouvelle expérience, c'est un truc super enrichissant pour moi, etc. Toi, j'ai l'impression que le basket, tu l'associes vraiment à un plaisir, quoi, quand je t'écoute. Ouais, un plaisir. Et puis non, c'est surtout, je l'associe à une chance, quoi. Je veux dire, à aucun moment, je me suis dit, le basket me doit quelque chose. Je ne suis pas fils de joueur professionnel ou de mère professionnelle. Euh, je ne pouvais rien revendiquer. J'ai jamais été un joueur hyper talentueux. J'ai toujours dû travailler pour gagner ma place. J'ai toujours été un joueur besogneux et j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, j'en suis très fier. Mais comme je te dis, je ne me suis pas dit, bah non, c'est à moi, je dois devenir joueur pro, le basket me doit quelque chose. Non, pas du tout. Ça fait étape par étape. Et je pense que justement, heureusement que j'ai eu cette mentalité parce que je ne pense pas que j'avais les qualités nécessaires pour me dire, arriver avec cette mentalité en disant que je vais devenir pro. Non, justement, d'y aller tous les jours et de me donner à fond, je pense que c'est ce qui m'a permis de faire une petite carrière, quoi. Une longue carrière même, parce que 14 saisons, c'est quand même énorme. Et pour moi, c'est une performance en elle-même, une performance sportive d'arriver si loin dans le basket si longtemps. Et donc pour toi, comment on peut faire pour durer, quel que soit le sport, mais quelles sont les clés pour toi qui font qu'on peut durer dans le basket longtemps, quoi? Ça fait cliché, mais c'est le travail. À chaque fois, c'est le travail. Bon, pour moi, de toute façon, pour moi, c'est la clé dans tous les domaines, hein. Le travail. Et quand je dis travail, j'entends pas. Travail, souvent, j'ai l'impression, des fois, ça a une connotation un petit peu négative. Où le travail, ça fait mal.
c'est ennuyeux, c'est répétitif. Mais sauf que pour moi, en fait, le travail, c'est vraiment, déjà, je pense que la première notion, c'est de apprendre à prendre du plaisir en travaillant. Parce que c'est quelque chose qui doit être du plaisir. C'est pas venir travailler. Si on vient au travail et à chaque fois on vient répéter ses gammes, ses mouvements, et que c'est vraiment, Ok. on va au bagne, moi pour moi on progresse pas. C'est réussir à comprendre déjà pour qu'on travaille. Je pense que ça, c'est la chose la plus dure. Et je pense que j'ai pris du temps à le comprendre. Et je pense que les jeunes qui passent vraiment un cap, c'est ceux qui comprennent pourquoi ils travaillent, pourquoi je fais cet exercice, pourquoi je répète ce mouvement, pourquoi je viens avant. Et parce que ces jeunes-là, pour moi, ils deviennent efficaces. Parce que moi, pendant très longtemps, j'ai toujours aimé travailler. Déjà, je viens d'une culture familiale où le travail est très présent. Mes parents, ils travaillent. Mais c'est des gens qui viennent de la terre, qui ont été agriculteurs, etc. Et donc, du coup, le travail, c'est quelque chose de très précis, très, très présent dans ma vie. Et du coup, j'ai toujours eu cette éducation où, voilà, fallait travailler, travailler, répéter les choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent et qui travaillent et qui répètent énormément, mais qui brassent du vent, en fait. Donc, c'est de venir, c'est de travailler une demi-heure, peut-être 40 minutes, mais d'être très efficace. Et je pense que ça, c'est la première chose que les jeunes doivent apprendre, à être efficace. Parce que moi, j'ai perdu énormément de temps à répéter des choses, mais qui ne servaient à rien. Ouais, c'est marrant ce que tu dis, mais ça s'applique mais totalement à un étudiant, à quelqu'un qui travaille, etc. C'est aussi la productivité, c'est pas essayer de se dire il faut que j'aille travailler pour aller travailler, c'est de se dire là je me prends du temps, je me réserve pleinement dans ça, mais au moins Mm. après je vais pas d'un coup en avoir marre et ne plus pouvoir travailler parce que je suis dégoûté de ce que je fais, etc. Et j'ai l'impression que ouais, tu as une façon de t'organiser, de voir les choses qui est quand même vachement intéressante. Et aussi dans le basket, parce qu'évidemment, les gens voient les paillettes, les gens voient la NBA, etc. Mais le basket, c'est aussi, bah, déjà, c'est pas que la NBA, premièrement, et puis c'est aussi tout un travail de fond, comme tu le dis, qui mène ensuite à la carrière que certains peuvent avoir. Et parfois, justement, bah, il y a des périodes un peu plus noires, et même pour un joueur de NBA, avec des mauvaises mi-temps, des mauvaises minutes, des tirs autant look 10 d'affilée, des mauvais matchs, plusieurs mauvais matchs même. Toi, comment tu fais pour gérer ces périodes de stress et de pression où finalement tout le monde te regarde parce que peut-être que tu as mal performé, entre guillemets? Encore une fois, c'est le travail. Ça revient souvent, hein, mais c'est le travail, c'est le mot d'ordre. Parce que je pense qu'un sportif, j'en parlais dernièrement avec un de mes coéquipiers, et je disais qu'un sportif, je pense qu'il connaît plus de moments de doute dans sa carrière que de moments de joie. C'est-à-dire qu'un sportif, on est des grands maladifs. C'est-à-dire qu'après un match, on peut remettre toute notre carrière en question. C'est-à-dire que tu fais un match loupé, moi ça m'est arrivé, moi après des matchs, je ne dors pas avant 5h, 6h du matin, tu refais chaque action. Si sur 10 situations, j'en ai loupé deux, les deux, elles vont me hanter pendant toute la semaine. Tu vois. Et en fait, on est des malades et je pense que réussir à trouver en fait le point d'équilibre entre l'exigence envers soi-même et aussi en même temps bah, arriver à pas se dédouaner de certaines choses, mais à rendre normal le fait qu'on ne peut pas tout le temps être dans un état d'excellence. Bah, trouver le point d'équilibre entre ça, c'est super difficile. Parce que moi, quand je te parle de travail, c'est que bah, moi, j'ai vu des sportifs, après un match loupé, pendant la semaine, s'infliger des heures et des heures et des heures et des heures de répétition. Et ça, en fait, le grand public, il ne le voit pas. Et même sportif, ça ne veut pas dire que le week-end d'après, tu vas performer. C'est ça qui est horrible et qui est beau en même temps avec le sport. C'est-à-dire que tu vas être jugé pendant 1h30, 2 heures de match par des gens qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont pas vu travailler et qui ne connaissent pas le rythme de ta vie parce que tu peux avoir des enfants, tu peux avoir un nouveau-né qui ne dort pas et tu peux être dans un état de fatigue extrême, psychologique, de lassitude, tu peux être dans une structure de jeu qui ne te convient pas. Et il suffit d'un grain de sable pour enrayer en fait une mécanique psychologique qui est présente depuis des années. Et ça, pour moi, c'est que le travail qui te permet de retrouver confiance, de venir à la salle, de dire, OK, bon, Gary, tu as loupé un hook main droite, bah, je vais revenir, bah, je vais en faire 100. Je vais dire, putain, mais j'en ai loupé deux, quoi, mais je suis capable d'en mettre 80, 90, quoi. Donc, te prends pas la tête et tu es un être humain et c'est normal que tu fasses des erreurs. Par contre, le travail te permet de rectifier la mire rapidement parce que tu es un sportif professionnel et tu es payé pour être performant. Bah, tu ne peux pas te permettre de dire ça va revenir quand ça va revenir. Non, tu dois revenir pour travailler, mais en même temps, tu dois trouver une explication logique qui n'est pas forcément, qui t'incrimine pas au plus haut point. Et tu parlais de grain de sable tout à l'heure, et parfois le grain de sable, pour le coup, bah, il influence énormément une carrière et des mois de sportif, c'est la blessure. Toi, tu en as eu plusieurs.
Comment tu as vécu cette période? Et physiquement, non, parce que j'imagine, bon, il y a en plus des périodes de souffrance quand on est blessé aussi, mais ça, on n'en parle pas forcément non plus d'ailleurs. Mais aussi mentalement, comment tu te sens à cette période quand tu es blessé et que tu joues plus, que tu n'es plus dans le groupe? Il y a plusieurs étapes. Tu vois, la première étape, c'est bizarrement, moi, je me suis rompu le tendon d'Achille. C'est vraiment la grosse blessure. J'ai eu des petits trucs un peu partout, comme tous les sportifs, mais rupture d'Achille, ça a été vraiment la grosse blessure de ma carrière. Et il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est je me suis dit, merde, mon corps, il m'a lâché. Enfin, c'est vraiment le premier truc, parce que j'ai toujours été un joueur engagé physiquement. Et, Ouais. et un soir de match, au bout de 1 minute 30 de jeu, un saut, pap, rupture tendon d'Achille. Je me dis, putain, c'était incroyable. Mon corps, il me lâche, quoi. Et tu vois, ça, c'est un truc. La blessure, tu vis avec. Tu sais que c'est un spectre qui plane au-dessus de ta tête et ça va. Tu as une chance sur deux que ça te tombe sur la tête à un moment donné. Mais là, à ce moment-là, je me dis, putain, mais c'est un truc de malade. Mon corps, je faisais confiance et il me lâche. Et honnêtement, j'ai vraiment eu cette notion un peu de trahison, quoi. Mon corps m'a lâché, quoi. Ouais. Je suis pas un mec, je bois pas, je suis pas, j'ai une vie qui est quand même très saine. Et tu te dis, mais pourquoi Tu te dis, attends, mais il y en a autour de moi qui sont dans l'extrême et moi, il me lâche mon corps. Et en fait, j'ai eu une grosse période où vraiment, bah, je faisais pas confiance à mon corps, quoi. Et ça m'a traîné pendant la rééducation. C'est très dur parce que, bah, au final, tu as peur de ressentir cette douleur, tu as peur que ton corps il lâche encore. Et du coup, c'est assez difficile psychologiquement de retrouver confiance en soi-même, mais en même temps, c'est assez. Passer cette période, c'est devenu. Moi, pour moi, ma blessure, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est particulier, hein, mais à la fin, parce que j'ai pu passer déjà, j'ai eu mon fils qui est né, j'ai pu passer du temps avec lui, parce que je pouvais rien faire d'autre. Donc tous les soirs, je l'avais sur moi, je regardais les matchs NBA avec lui parce que j'avais trop mal pour dormir. Et puis aussi, ça m'a permis de refaire aussi, de prendre conscience de la chance que j'avais d'être basketteur professionnel, parce que tu vis ta carrière et t'enchaînes, et en fait, tu penses que bah, c'est normal, t'enchaînes les saisons, etc. Et au final, je me suis dit, ah ouais, d'accord, mais en fait, ça peut s'arrêter, mais vraiment comme ça, quoi. Je me suis remis aussi dans mes études. Ça m'a permis de vraiment prendre le temps pour moi-même. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai été éloigné du groupe. Ça m'a manqué, mais en même temps aussi de prendre le temps pour moi et de réfléchir à bah, où étaient mes envies, où étaient les bénéfices du basket, ce que je pouvais vraiment en tirer, comment je le vivais, de changer beaucoup de choses. C'était un moment qui était vraiment un moment d'introspection et ça a été que du bénéfice. Et est-ce que justement, parce que aussi, il y a un moment donné où cette blessure a fait que tu avais peur aussi de revenir, de ressauter, de faire des mouvements, etc. Est-ce que d'avoir pu prendre du recul, d'avoir pu profiter de ta famille, d'avoir pu voir ce que tu aimais faire, ce que tu aimais pas faire, etc., ça t'a pas aidé peut-être à revenir plus fort, entre guillemets, et surtout revenir plus vite? Non, plus vite, non, parce que j'ai pris quand même 11 mois pour revenir. Ouais, Et puis, pour revenir, mais j'étais pas. Quand je dis revenir 11 mois, c'était pas revenir à être à un niveau d'un joueur professionnel. Ça m'a pris sur beaucoup le de temps. terrain, quoi. Mm. Mais par contre, ça m'a permis de découvrir une force mentale, en fait, parce que j'étais beaucoup sur l'engagement physique, comme je te dis, etc. Bon, voilà, quoi. Je disais à mon corps, on y va, on y allait, quoi. Il y avait pas de. Pour moi, il y avait rien qui était trop difficile. Mais c'est vrai que de passer du temps comme ça, et puis je suis parti en centre de rééducation, j'ai vu d'autres sportifs avec des blessures incroyables, des jeunes avec des accidents de la route, en fait, en fait, tu relativises les choses, en fait, parce que moi, je pensais que le tendon d'Achille, c'était la fin du monde. Quand tu arrives dans le sud de la France, à Cap-Breton, dans le centre de rééducation, et que tu vois des amputés, des gens en fauteuil roulant, tu te dis, ok, d'accord, bon, bah, je vais peut-être la fermer un petit peu et apprécier la chance que j'ai quand même de me dire qu'un jour, bah, moi, je vais sprinter, je vais courir, je vais sauter, alors que bah, y a des gens beaucoup plus jeunes que moi qui ne pourront pas le faire. Donc, en fait, ça te permet de voir les choses différemment. Et cette période à Cabreton, est-ce que tu peux en parler? Qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que c'était concentré physique? Est-ce qu'il y avait aussi de la préparation mentale, etc.? Bah, il y avait beaucoup, bah, deux phases, en fait. J'ai fait ma rééducation là-bas. Et j'ai fait aussi ma réathlétisation. Donc en fait, j'ai fait ma rééducation. Donc j'ai tout ce qui a été apprendre à se remettre debout et à mettre du poids sur les deux jambes, apprendre à marcher normalement, etc. Et il y a une cellule en fait psychologique à Cap-Breton qui est là-bas. Mais c'est vrai que nous, en fait, la détresse psychologique dans le sport, c'est quelque chose d'extrêmement tabou. Et d'ailleurs, on en a parlé, on a parlé dans les Vendredis du Mental auxquels tu as pu assister avec Vincent Trégaro qui est préparateur mental. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très tabou parce que
avouer une défaillance psychologique, c'est faire preuve de faiblesse. Et sur les sportifs, on veut pas avoir on veut pas être faible. Et alors que bon, c'est vrai qu'on en rigole souvent avec Vincent, on disait qu'il y a pas, on est sportif professionnel, on n'a pas de problème physique, on a des préparateurs physiques. Alors donc pourquoi on n'aura pas des préparateurs mentaux? Alors c'est assez marrant. Mais c'est vrai que moi, au début, quand je suis arrivé à Cabreton, on m'a dit, bah, écoute, tu vas aller voir la psychologue et tout. Je dis, ouais, j'ai pas besoin d'aller voir un psychologue. Enfin, je veux dire, je me suis pété le tendon d'Achille, ça va, quoi. Dans ma tête, je vais bien. Alors que non, pas du tout, j'allais pas du tout bien dans ma tête. Mon tendon, il se portait très bien, il guérissait bien, mais dans ma tête, la peur qui est présente, les souvenirs de la douleur, bah, c'est présent, et puis ça va pas partir tout seul. Donc, euh, donc si tu veux, lors de mon deuxième passage à Cap-Breton, bah, j'y suis parti en reculant, mais j'y suis parti quand même, et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait progresser, à une vitesse folle, et puis c'est ce qui m'a permis de gagner du temps sur ma rééducation, et c'est ce qui me permet aujourd'hui aussi, certains leviers qu'elle m'a donné, de faire le même travail et de pouvoir voir les choses différemment. Et tu vois, tu dis que c'est tabou, mais c'est tellement tabou qu'en fait, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, préparation mentale. Beaucoup ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Les gens disent, ah, c'est une psy, donc il va raconter sa vie. Non, c'est beaucoup Ouais. plus compliqué que ça, entre guillemets. Est-ce que tu peux me dire quelques outils peut-être utilisés dans la préparation mentale, parce que je sais que tu l'utilises encore dans ton quotidien quasiment. Moi, je fais beaucoup de visualisation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de visualisation. Euh, et, et moi, ça me permet justement, surtout je l'ai beaucoup utilisé pendant la période du Covid, et où j'essayais de me projeter pour garder une certaine mémoire musculaire, de me voir faire certains mouvements, surtout quand la période d'incertitude autour de la reprise des championnats. Bah, je me voyais refaire les systèmes, les mouvements à moi sur le terrain pour garder quand même un minimum de mémoire quant au système de jeu. Je me suis vu faire de la course. Euh, et je te dis encore aujourd'hui, à Orléans, où on a repris la préparation physique et on commence à avoir certaines bases des systèmes de jeu que notre coach veut mettre en place. Bah, le soir, avant de dormir, je me fais un petit récap. Ok, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Ok, quel système de jeu? Il m'a dit d'aller à droite. Quand lui, il est là-haut, il faut que je coupe dans son dos. Et en fait, c'est ce qui me permet des fois de peut-être d'avoir un temps d'avance et d'assimiler un peu plus de système, quoi. Parce que quand tu quittes une équipe dans laquelle tu as joué 2 ans avec certains principes défensifs et offensifs, bah, tu peux pas les gommer du jour au lendemain parce que tu as des réflexes, quoi. Je veux dire, nous, on te demandait peut-être d'aller à droite quand ce mec-là était à gauche. Ah bah, nouvelle équipe, c'est l'opposé. Bah, faut que tu percutes rapidement parce que on n'a pas 50 ans, quoi, pour que tu percutes et que tu te mettes au diapason. Donc, la visualisation, ça m'a permis de le faire et je le fais encore. Et il y a une chose aussi que j'utilise, c'est le lâcher prise. Lâcher prise parce que je te parlais, les sportifs, on est très, très, très exigeants avec nous-mêmes. Très exigeants avec nous-mêmes. Et souvent, tu sais, c'est marrant, on voit beaucoup de gens se critiquent les sportifs ou ah, lui, il n'est pas bon sur les forums, sur les sites, sur les trucs. Mais les gens ne comprennent pas qu'il n'y aura personne d'aussi exigeant qu'un sportif que lui-même. Un sportif qui se respecte, hein, il n'y aura personne d'assez exigeant parce qu'on est des malades avec nous-mêmes. On veut avoir la perfection. Alors, avec nos qualités, hein, avec nos qualités, avec moi, mais je veux être le meilleur Gary Fleurimont possible. Et en fait, les gens, quand ils critiquent, ils ne comprennent pas en fait que on le fait déjà, mais 10 fois, 100 fois plus qu'eux, quoi. Et tu vois, le lâcher prise, ça permet des fois, en fait, comme je te disais, pour revenir sur le travail dont on parlait, bah, de se décharger en fait de certaines choses, de dire que, écoute, c'est humain de rater, c'est humain d'être fatigué, c'est humain de passer à côté. Et moi, je le fais parce qu'avant ma blessure, j'avais du mal à m'écouter physiquement, à me dire, Gary, t'es fatigué, repose-toi. Ben, aujourd'hui, je le fais. Aujourd'hui, je le fais et j'accepte beaucoup plus facilement d'être fatigué. Alors qu'avant, mon corps, non, on n'est pas fatigué, on y va, on est une machine. Ça m'a coûté 11 mois. Donc aujourd'hui, j'essaie d'être un peu plus, voilà, de lâcher un peu plus prise. Le lâcher prise, c'est important, je pense. Même pour le monde, pas seulement pour les sportifs, mais aujourd'hui, je pense que être exigeant avec soi-même, mais pour les bonnes raisons. Et, tu vois, et réussir à se pardonner. Tu vois, je me rappelle, il y a un entraîneur un jour qui m'a dit tu progresseras pas tant que tu n'arriveras pas à accepter que tu fasses des erreurs. C'est fou quand même, tu sais, Ouais. d'accepter de faire des erreurs. Ça, c'est un truc. Des fois, tu te dis non, bah non et tout, je ne veux pas accepter, non et tout, il faut que je fasse. Bah non, mais des fois, il y a des trucs, on ne peut pas tout faire bien en fait. Ou il faut du temps pour maîtriser un mouvement, ou maîtriser un système, ou maîtriser quelque chose. Donc, lâcher prise aussi beaucoup. Et donc, tu vois, pour moi, enfin, quand j'entends ta vision du basket et les pensées, etc., enfin, l'aspect mental du sport,
je me dis que c'est pas pour rien, quelle que soit ta vision de ce rôle-là, mais pas pour rien que tu as été capitaine du Paris Basket. Est-ce que tu peux me parler de ce rôle-là, de ton attitude vis-à-vis de ça? Qu'est-ce que ça t'a fait déjà psychologiquement de te dire, je deviens capitaine de club? Est-ce que ça t'a rien fait du tout? Au contraire, est-ce que tu l'as vu comme un investissement supplémentaire, peut-être sur certaines parties qui pour toi avant ne faisaient pas vraiment partie du rôle que tu pensais avoir, quoi? Non, honnêtement, pas du tout. Ça, c'est un truc. Des fois, je lis des trucs sur les capitaines et tout. Je regarde comment d'autres capitaines. Enfin, quand j'étais à Paris, j'étais capitaine, je regardais un petit peu des interviews sur des mecs qui étaient capitaines dans d'autres équipes. Mais après, je te parle des grosses équipes, hein, et pour moi, en fait, pour moi, la notion de capitaine, c'est un truc qui est assez, qui est assez flou, en fait, pour moi, parce que pour moi, tout le monde, on est sur un bateau et tout le monde, en quelque sorte, est capitaine, quoi. Capitaine, en fait, est leader de son propre poste de travail, de ses propres responsabilités. Et je pense que plus il y a de capitaines sur un navire, et mieux ça avance. Et je pense que pour moi, être capitaine, ça ne veut pas dire que forcément tu vas l'ouvrir un peu plus, parce que si tu l'ouvres pour rien dire, ça ne sert à rien du tout. Mais moi, capitaine, déjà, c'est faire don de soi, déjà. Don de soi, c'est-à-dire que c'est être celui qui passe en dernier, en fait, après tout le monde. S'assurer que tout le monde va bien, prendre le temps d'observer ses coéquipiers pour déceler qui va pas bien, à quel moment et de quoi il aurait besoin. Est-ce qu'il a besoin d'une tape sur les fesses ou d'un mot qui réconforte, ou est-ce qu'il a besoin de juste discuter dans le bus, d'aller le voir dans le bus ou en allant en déplacement et discuter 10-15 minutes avec lui, savoir qu'est-ce qui va pas. Est-ce que c'est de l'ordre du... Non, vraiment, c'est un rôle qui est... moi, je verrais plus ça comme être un grand frère, parce que voilà, quoi, tu dois trouver l'équilibre entre la bienveillance, mais en même temps aussi être franc aussi, et dire quand ça va pas. Dire aux gens quand il y a un truc qui déconne, être assez respecté par les autres pour que ce que tu dis soit pris comme il se doit. C'est-à-dire que les gens te connaissent assez, et connaissent tes valeurs suffisamment pour dire que s'il me dit un truc, c'est pas contre l'homme, c'est contre le joueur. Parce que ce mec-là, il va pas s'attaquer à l'homme gratuitement, quoi. Et s'il me dit un truc, c'est pour faire avancer le collectif, et que c'est pas quelque chose qui sera utile pour lui. Et pour faire une transition, tout à l'heure, tu me disais que tu avais aussi repris tes études. Donc, tu es étudiant et d'ailleurs pleinement investi dans pas mal de projets. Euh, et moi, ma question, c'est, euh, tu vois, c'est pas forcément encore quelque chose de naturel, enfin, de légitime. On va pas encore beaucoup d'athlètes professionnels qui, en même temps que leur carrière, lancent des choses, etc. Ça commence à se développer, mais c'est encore quelque chose où moi, ce que je me demande déjà, c'est quel est le regard de tes coéquipiers? Est-ce que quand tu leur as dit que tu reprenais tes études, est-ce qu'ils ont dit, mais enfin, tu fais du basket, comment ça a été pris déjà par tes coéquipiers? Non, je pense que non, tous. Au contraire, ils posent des questions, ils s'intéressent. Ouais, Et je pense que, comme tu dis, c'est une génération. Et je pense que ça a toujours été le cas, hein. Je pense que c'est pas les sportifs qui peinaient à reprendre leurs études ou à préparer leur conversion. Je pense qu'il manquait de structure. Je pense ok. que on peut le voir aujourd'hui sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup plus d'organismes qui se mettent en place pour proposer en fait des formations aux sportifs qui allient, qui leur permettent de continuer à exercer à un haut niveau tout en préparant leur conversion. Je pense que tous les sportifs, on a tous ça en tête, tous, même ceux qui semblent paraître vivre un petit peu et être concentrés que sur le basket. On pense forcément, parce que on est le produit de notre industrie, et on a forcément une date de péremption. Et en plus, on ne la choisit pas. Donc, on y pense forcément tous. Mais je pense que voilà, certains sportifs se sont beaucoup orientés vers le coaching parce qu'on pensait qu'on était bon que là-dedans, qu'on pouvait être que basketteur et ensuite coach professionnel de basket, footballeur, et ça dans tous les sports. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des sportifs qui vont s'orienter dans le management, dans la finance, dans la comptabilité, et on se rend compte que les sportifs, au final, la chance qu'on a, c'est que le basket nous permet de développer un esprit de compétiteur à haut niveau. Et en fait, si on arrive à trouver dans le domaine dans lequel on excelle, bon, on peut dupliquer en fait cet état d'esprit dans un autre domaine. Mais le problème, c'est que la difficulté que les sportifs et que l'on a, c'est d'avoir pratiqué un sport, métier, passion pendant X années, et de retrouver un, 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 un métier qui nous donne autant d'adrénaline, d'excitation, et qui nous procure autant de plaisir que ce qu'on a connu avant. Et c'est ça qui est compliqué. Donc tout ce travail en fait de recherche de la reconversion, il y a des organismes maintenant qui permettent de le faire, et je pense que c'est ça qui est le plus important, puisque une fois qu'un sportif a trouvé ce pourquoi il vibre après son sport, il se lance à bras le corps dedans,
et on le voit de plus en plus. Et en dehors de ça, je pense que ça peut aussi s'appliquer avec la vie professionnelle, parce que des fois, il y a quelqu'un qui est dans un métier depuis pas mal de temps, et puis il a un projet à côté. Donc moi, ma question, c'est comment tu arrives à concilier les deux aussi, comment tu t'organises? Parce que je fais des choses que j'aime, déjà, je pense, et que j'ai pas l'impression vraiment de. J'ai pas, honnêtement, j'ai pas l'impression que ce soit un frein. Alors, franchement, genre, après les études, il y a des matières que j'aime pas, comme tout le monde. Il y a des trucs qui me saoulent un petit peu parce que j'ai pas l'impression d'apprendre grand-chose. Mais heureusement que c'est très, très rare. Mais sinon, c'est réussir à s'entourer des personnes et des projets qui sont quand même excitants et qui vont susciter chez toi de l'intérêt qui fait que quand tu rentres après une séance d'entraînement, tu as hâte de passer un coup de téléphone, d'ouvrir ton ordi, de lire, d'aller lire un article, de lire un bouquin. Et je pense que c'est ça, c'est vraiment trouver le truc qui t'anime, quoi. Et justement, c'est bien parce que c'est aussi une façon pour toi j'imagine, d'anticiper un peu ton après-carrière. Moi, la question que je me pose, c'est quand tu vas arrêter le basket, Ouais. qu'est-ce que c'est le truc qui va te manquer? Même si c'est peut-être pas de pratiquer le basket en général, mais est-ce qu'il y a un petit truc qui va te manquer? Voilà. Ce qui va manquer, la vie de groupe. Alors, il y en a une en entreprise, hein, mais nous, elle est particulière parce que on, 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 on est à l'entraînement ensemble. Et c'est vrai qu'on a une légèreté de communication parce que le langage est peut-être. Il n'y a pas cette. Il y a pas cette on se connaît vraiment, on partage la même passion, généralement on a les mêmes tranches d'âge. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, il y a pas cette hiérarchie qui est installée dans l'entreprise où il faut avoir une posture de communication différente selon la personne à qui on parle. Il y a les déplacements dans le bus où on passe énormément de temps ensemble, on passe énormément de temps à se découvrir. On apprend aussi à se découvrir beaucoup dans l'adversité. Donc, tu vois toutes les facettes d'une personnalité quand il est en réussite, quand il est en échec et quand on est dans les hôtels. Donc, c'est vrai que la vie de groupe, vraiment, la vie de groupe de sportif, elle va me manquer. Et, et justement, pour parler d'après-carrière, toi, quand je te regarde et que je t'écoute parler de ton, je vais pas dire après-carrière maintenant, mais de tes activités qui, je pense, déboucheront sur ce que tu feras dans ton après-carrière, j'ai l'impression que le nouveau challenge vraiment t'anime, quoi. J'ai pas l'impression que tu sois quelqu'un qui soit hyper malheureux de te dire que ben, non, t'es plus proche de la fin que du début, entre guillemets, de ta carrière. Et pourtant, on sait que malgré tout, c'est un fait qu'il y a beaucoup de sportifs professionnels. Je pense que au plus ils sont médiatisés, au plus la probabilité est réelle. Mais beaucoup de sportifs professionnels font des dépressions ou en tout cas ont un mal-être après leur carrière. Déjà, toi, comment tu l'expliques? Et surtout, est-ce que justement, la meilleure façon de prévenir son après-carrière, c'est pas justement de prévenir ce qu'on aimerait faire dans son après-carrière? Je trouve que tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison parce que je pense que c'est un choc, en fait, hein. Moi, je l'appelle, enfin, les gens l'appellent la petite mort du sportif. Je pense que tu as tout à fait raison et je pense que justement, il n'existe pas assez de structures dans les clubs pour accompagner les sportifs et que trop souvent, ça doit être une démarche en fait individuelle. Et le problème, c'est que si le sportif n'a pas cette lucidité d'esprit de dire que je vais commencer à regarder, parce que les sportifs, on est des égocentriques quelque part. Et on est obligé parce que à un moment, quand tu veux performer, tu dois te convaincre que tu es le meilleur. Et quand tu te convaincs que tu es le meilleur tout le temps, tu ne te dis pas que ça va s'arrêter. Tu ne dis pas que je vais aller dans 3 ans, je vais arrêter d'être le meilleur. C'est pas possible. Mentalement, psychologiquement, c'est trop dur. Tu vois. Et comme tu le dis, plus les sportifs sont médiatisés, cotés, performants, plus c'est difficile. Moi, comme je disais, j'ai vécu le truc jour après jour. À aucun moment, je me suis dit, ah, on me doit quelque chose ou ce club-là doit me prendre ou je dois jouer à tel niveau. Non, ça a été plus facile pour moi de me dire que ça va s'arrêter, quoi. En plus, j'ai eu une blessure qui m'a permis, je pense peut-être à un bon moment de ma carrière, ça se trouve, cette blessure, je l'aurais eu à 33 ans, 34 ans, ça aurait été la fin de mon monde de sportif. Mais je l'ai eu à un moment donné où je pouvais me permettre d'être aujourd'hui, je suis à l'équilibre. Moi, c'est ce que j'appelle, je suis à l'équilibre entre les raisons pourquoi je fais ça et pourquoi j'aime ça et à me dire aussi, ça va s'arrêter dans 2, 3 ans, donc il faut que je prépare. Donc en fait, je suis à l'équilibre où vraiment j'apprécie chaque jour en fait de ma situation et de ma posture de sportif professionnel. Mais je pense qu'il manque de structure dans les clubs pour accompagner les sportifs, pour aussi, aussi les tenir au courant de ce qui se fait, de ce qu'ils peuvent avoir, les informations auxquelles ils peuvent avoir accès et droit. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Bah, ouais, finalement, globalement, même, parce que dans l'accompagnement, tout à l'heure, on parlait justement de l'accompagnement mental pendant les blessures. Là, pareil pour
l'accompagnement mental pendant la préparation d'après-carrière. Est-ce que c'est pas ça justement la clé de demain pour que le sportif s'épanouisse plus et peut-être prévenir d'autant plus les dépressions? Bah, tous les jeunes avec moi, je leur dis, les gars, arrêtez pas vos études parce que justement, pour moi, un sportif ne peut être que plus performant s'il sait, il sait où il va après sa carrière. Il le vivra beaucoup mieux parce que déjà, il comprendra la chance qu'il a. Parce que moi, j'ai fait des stages en entreprise, des choses comme ça. Je veux dire, quand tu fais des stages en entreprise et que tu vois le rythme de travail, tu te dis, bah, aller m'entraîner 2 fois par jour, c'est du bonheur, quoi. Aller m'entraîner, faire ce que je veux, jouer au basket, au foot, au hand, ce que tu veux. Parce que voilà, tu es avec des groupes, des coéquipiers, c'est sympa, il y a une bonne ambiance. Alors que, voilà, quoi, aller voir la réalité, parce que nous, on vit dans une bulle. Tu sors du centre de formation, tu passes pro, et en fait, tu rentres dans le centre de formation à 15 ans ou 13 ans si tu fais le pôle espoir, et jusqu'à tes 35-36 ans, tu as vécu dans la bulle du sport. Et tu sais pas ce que c'est, en fait, les codes en fait, de comportement de la vraie vie dans la vraie entreprise, et on ne l'a pas. Et c'est sûr que quand tu arrêtes du jour au lendemain brutalement et que et tu te confrontes en fait à cette réalité, bah, tu le vis mal. Et en plus, surtout si tu n'as pas choisi d'exercer dans un domaine qui te plaisait, comme je te disais, et qui t'animait. C'est ça, en fait, justement, qui pose. Parce qu'aujourd'hui, un sportif, même si tu as été champion du monde et que tu as gagné des millions d'euros, mais si ta passion, c'est la coiffure, mais je pense que même si demain tu deviens coiffeur et que tu as un CAP coiffure, tu vas être heureux parce que c'est quelque chose qui t'anime. Mais si, au lieu de faire de la coiffure, bah, tu vas faire de la comptabilité, bah, tu vas être malheureux. Je pense que c'est ça. Je pense que les sportifs doivent prendre énormément de temps à découvrir ce qu'ils aiment vraiment faire et pour pouvoir s'orienter dans la bonne direction. Écoute, bah, déjà, merci beaucoup, Gary. Je vais terminer avec une question que je pose toujours à la fin. Donc, le média s'appelle All About Sport et on essaie de mettre en avant tous les acteurs du sport, tu vois, les médias cheesy ou non. Toi, si tu devais remercier une personne, mais dans ce milieu, tu dirais à qui, que ce soit staff, coéquipier, formateur, j'en sais rien. Si je veux remercier quelqu'un dans ce milieu, je dirais qui je remercierais Jean-François Martin. C'est le mec qui m'a formé à Cholet et qui a formé tous les mecs de ma génération, Nando De Colo, Kevin Séraphin, Rodrigue Bobois, et je dirais merci. Ok, bon, bah écoute, je te remercie de ton temps. C'était vraiment très cool d'échanger avec toi et puis je te souhaite aussi de belles saisons dans ta nouvelle aventure avec Orléans. Merci beaucoup, c'est gentil. You can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you do it, you're going to have to do it all by yourself.